Bonjour à tous, est-ce que vous avez déjà entendu parler du musée de l'histoire vivante? Il est juste derrière moi, on est à Montreuil. C'est un musée qui a été créé en 1939 à l'initiative de Jacques Duclos dans le but de créer un musée du mouvement ouvrier. Il y a ici des collections sur la Révolution française, la Révolution de 1848, la Commune de Paris bien sûr, le Front populaire et il y a aussi le bureau personnel et la bibliothèque de Jean Jaurès. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'une exposition sur les 100 ans du Congrès de Tours. Le Congrès de Tours qui a vu la famille socialiste se diviser et bien sûr la création du Parti communiste français il y a 100 ans. On va tout de suite aller voir ce que donne cette exposition. Expliquer un événement comme celui du Congrès de Tours ne peut pas se réduire à quelques jours, c'est un processus. Et donc réfléchir sur une décennie nous a paru être le plus juste. 1914, c'est l'assassinat de Jaurès, c'est le début de la Première Guerre mondiale et c'est la première participation gouvernementale des socialistes en France. 1924, c'est la panthéonisation de Jaurès et la dispute de l'héritage entre communistes et socialistes. Et par ailleurs, c'est le début de la bolchevisation du Parti communiste qui va complètement transformer le parti né à Tours en 1920. Vous avez le bureau de Jean Jaurès donc au journal L'Humanité. C'est à ce bureau qu'il écrit ses articles pour le journal. C'est à ce bureau qu'il aurait dû écrire l'article qu'il avait prévu d'écrire après son retour du Café du Croissant. Mais l'histoire en a décidé autrement, et Raoul Villain surtout en a décidé autrement en l'assassinant. Pour ce mouvement ouvrier français, pour ce socialisme français, et y compris pour ce socialisme européen, le déclenchement de la guerre de 14-18 va opérer un séisme, des fractures au sein de ce mouvement ouvrier, au sein de ce mouvement socialiste. En France, l'annonce de l'assassinat de Jean Jaurès est ressentie très vivement par la population française. Pas uniquement par les ouvriers français ou par les socialistes français, mais par la population française. Et au lendemain de son assassinat, qui intervient le 31 juillet 1914, dans le Café du Croissant à Paris, quelques jours plus tard, il y a le déclenchement de la guerre. Pacifisme, ça ne veut pas dire antipatriotisme. Et donc Jaurès est pour la défense nationale. Jaurès est un combattant avec ses camarades pour la paix. Il va y mettre tout son cœur, toute sa raison à défendre cet esprit, mais il a toujours exprimé l'idée que si la nation, la République française était agressée, d'autant plus par le militarisme allemand, ils seraient les premiers, les socialistes, à défendre la patrie. Il y a effectivement cette guerre qui intervient, il y a un échec du mouvement socialiste européen qui ne peut pas empêcher la guerre. On est à l'été 14. Donc à cette époque-là, tout le monde pense à une guerre qui va durer 3 mois, 6 mois peut-être. Mais en 1915, en 1916, comme on l'aborde dans cette salle, on montre que ces courants minoritaires, socialistes, anarchistes, syndicalistes, disent la guerre a trop duré. Hein. Les morts se comptent par millions. Et socialistes allemands, socialistes anglais, belges, français, italiens, serbes, russes comprennent que l'affrontement dans les tranchées est en train de ruiner l'esprit internationaliste et peut faire mourir l'idée socialiste. Et puis vous avez, pendant la guerre ou juste après-guerre, Théophile Alexandre Steinlen, qui va lui au fond et qui fait des reportages et qui ramène ces images, qui donnent cette idée de catastrophe, de destruction industrielle de la guerre. Voilà. Et ça, on l'a mis pour que le public comprenne bien que cette radicalisation de certains anciens combattants vers la gauche, vers le bolchevisme, elle naît dans ces tranchées-là. Hein, voilà. La guerre 14-18, la révolution russe, et puis les mouvements de grève qui vont se déclencher en 17, en 18, en 19 et en 20, ce sont ces facteurs-là qui vont amener toute une génération de militantes et de militants ouvriers, syndicalistes, intellectuels, enseignants, à basculer vers le bolchevisme. Hein, et donc la traduction française de la naissance du Parti communiste français. À partir de février 1917, un événement majeur qui se déroule en Europe, qu'est la révolution russe. La révolution russe, elle va tout de suite, dès février 1917, encore ajouter aux tensions et aux dissensions et aux débats. Donc là, vous avez l'Humanité, journal socialiste, et là, ici, vous avez, très intéressant, expliqué la ligne à la fois de défense de la révolution russe, mais à la fois défendre la révolution russe pour qu'elle demeure alliée à la France dans le combat contre l'Allemagne. La fracture va s'opérer en octobre 17, hein, donc deuxième temps de la révolution russe. Vous avez un temps février,
Et un temps en octobre avec la prise de pouvoir par les bolcheviks, où là, on va avoir la première séparation et clivage au sein du mouvement socialiste sur prise du pouvoir et quel type de révolution. Là, vous êtes en face d'une affiche qui a été produite pour les élections législatives du 16 et 24 novembre 1919, qui vont se traduire par un reflux, pas en nombre de voix, mais en sièges, du Parti socialiste. Peuple, Jaurès est mort pour toi. Pourquoi? Parce qu'on est à quelques mois avant de l'acquittement de Raoul Villa, l'assassin de Jean Jaurès. Une grande manifestation a lieu à Paris. Voilà. Et là, vous avez toute une série d'images, de cartes postales qui sont éditées à cette occasion. Le 6 avril 1919, vous avez une grande manifestation à Paris qui exprime une colère face à l'acquittement de l'assassin de Jaurès. À Tours, une opposition entre les partisans de la vieille maison, comme dit Blum, qui pour une part essayent d'arracher Jaurès, si je puis dire, de revendiquer l'héritage de Jaurès. Mais de l'autre côté, quand on lit le sténogramme du congrès de Tours, c'est-à-dire la retranscription, si vous voulez, un petit peu des paroles échangées, on se rend compte qu'en fait, du côté de Cachin, qui était certes plus proche de Gued, mais du côté aussi des communistes en réalité, eh bien, la figure de Jaurès est quand même plutôt revendiquée également. Donc l'absence de Jaurès, évidemment, contribue aussi un petit peu peut-être à la division, mais les deux revendiquent d'une certaine manière la figure de Jaurès. Dans cette troisième salle consacrée à 1919-1920 au mouvement social, nous avons sorti donc des unes de l'Humanité et des unes du Populaire, le journal de Jean Longuet, où on fait état d'un grand mouvement social. Le 1er mai 1919 est un énorme 1er mai qui a été interdit avec des affrontements, place de l'Opéra, place de la République. Et ici, en 1920, un mouvement part des cheminots et puis se répand chez les dockers, les mineurs, les gaziers électriciens, les ouvriers du bâtiment. Et donc vous avez toute une série de journaux qui font état de cette grosse mobilisation. Et puis il y a ici des photos qui nous ont été prêtées par nos amis de l'Institut d'Histoire Sociale CGT des cheminots. Vous avez des documents assez rares de photographies de ces cheminots en grève en 1920. Vous avez une photo ici du comité de grève. À l'époque, il est peu connu, mais il est au premier rang, là. C'est Pierre Sémard, qui va devenir un secrétaire général de la Fédération des cheminots, mais qui va devenir secrétaire général du Parti communiste français dans les années 20. Et puis ici, des documents très rares de l'Institut, qui sont des cartes de grève. Voilà, une de 1919 et une de 1920. L'histoire du congrès de Tours, c'est évidemment l'affrontement entre l'émotion, l'affrontement entre les grandes personnalités, mais il faut voir aussi que c'est une histoire qui se joue en bas. Et on a encore maintenant, en 2020, des surgissements de fonds d'archives inédites. C'est le cas ici de papiers qui concernent un cheminot qui s'appelait Abel Terrasson, dont des archives nous ont été confiées l'année dernière dans un sac poubelle. Un délégué CGT de cheminot, il était aussi conseiller municipal de Clamart, socialiste, donc avant le congrès de Tours. Il va être arrêté et inculpé de complot dans le grand mouvement de répression qui s'abat sur les cheminots quand ils font grève au printemps 1920. Et cet Abel Terrasson s'adresse à Cachin, s'adresse à Blum pour qu'ils interviennent pour le sortir de prison. Alors il fera quelques mois de prison, choisira le Parti communiste en 1920, un parcours assez extraordinaire parce que l'histoire du congrès de Tours, c'est l'histoire aussi d'hommes et de femmes, c'est de trajectoires politiques, de trajectoires individuelles, et il nous a paru vraiment passionnant de rendre compte aussi du congrès par en bas. Donc là, vous avez ici toute une série de documents avec la présence des documents du comité de la Troisième Internationale. C'est la tendance qui souhaite emmener le Parti socialiste à adhérer à l'internationale communiste. Voilà. C'est cette motion, c'est cette adhésion, cette motion qui va être majoritaire et qui va être votée dans les fédérations majoritairement par les militantes, par les adhérentes et adhérents du Parti socialiste. Donc là, ici, vous avez la résolution d'adhésion à la Troisième Internationale, voilà, qui est un très long texte, qui commence par un rappel historique de ce qu'on disait dans la première salle, la fracture de la Première Guerre mondiale, qui passe après sur le deuxième événement fondateur important pour toute l'Europe et pour tout le mouvement socialiste, qui est la révolution russe d'octobre
Voilà. La création de l'Internationale communiste en 1919, et donc la nécessité pour ce socialisme français de s'inscrire dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement qui, il faut le rappeler, a pour lui la réalité d'une victoire. Les Français sont habités par cette mémoire historique collective qu'est l'échec de la Commune de Paris. Les bolcheviks, en octobre 1917, et là où nous sommes en 1920, 3 ans plus tard, sont toujours au pouvoir. Cette réalité historique, quoi qu'on en pense, elle est là, elle est présente, et c'est sur cette réalité que ces militantes et ces militants s'appuient pour faire approuver cette adhésion internationale communiste. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est signée dans l'ordre politique de la rédaction de cette motion, qui est une motion de compromis entre la tendance de gauche, on va dire, entre guillemets, Loriot-Souvarine, et la tendance centre, Cachin-Frossard. Voilà. C'est cette motion qui va s'appeler, au fil du temps, très rapidement, dès novembre 1920 dans l'UMA, et puis jusqu'à aujourd'hui, encore dans les livres d'histoire, la motion Cachin-Frossard. Donc nous arrivons donc là, au terme de cette exposition, dans la salle du Congrès de Tours. Vous avez le 25 décembre l'article de Boris Souvarine, qui s'appelle « La scission », donc le ton est donné. Vous avez l'Humanité qui parle de l'intervention de Clara Zetkin, donc déléguée de l'Internationale communiste, qui vient faire le point en plein congrès pour rappeler, si vous m'excusez l'expression, mais comment ça doit se passer, voilà, qu'on doit aboutir à la scission, qu'on doit aboutir à la fraction, voilà. On le redit, il faut le redire à chaque fois, mais le congrès de Tours s'ouvre, on sait à l'avance, par le vote des militantes et des militants, des adhérentes et des adhérents, on sait que la majorité l'a emporté pour adhérer à l'Internationale communiste. Et puis l'Humanité au lendemain du congrès de Tours, le socialisme continue. Vous voyez, pas le communisme commence, mais le socialisme continue. C'est l'idée de cette génération de socialistes qui passent au communisme, au bolchevisme, de s'inscrire dans la filiation socialiste française. Voilà, ici. Et donc, tout après, un reportage en images. Vous avez la salle du congrès avec les délégués ici, donc de la motion majoritaire. On reconnaît ici Daniel Renoux. On peut voir un peu plus loin ici, fumant une cigarette, Marcel Cachin. On voit Lucie Coyard, la déléguée de la Fédération du Calvados, ici. Paul Vaillant-Couturier, ici. Voilà. Et puis, donc, ces délégués qui sont en plein travaux du Congrès. La tribune du Congrès, l'intervention de Nguyen Ac Quoc, qui va devenir Ho Chi Minh, voilà, qui intervient, le seul délégué de l'Indochine à intervenir au Congrès de Tours. Et puis là, ici, toute une série d'images qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France et qui nous ont été, on a eu l'autorisation de les reproduire et de les présenter ici dans l'exposition. Puis il y a le numéro de l'Humanité qui annonce le résultat, qui est très clair, voilà, motion Cachin-Frossard. Au Congrès de Tours, il y avait 5 femmes sur 300 délégués. Et aujourd'hui, je crois que la gauche, qui est forte d'un certain nombre de réalisations, en fait, qui est le parti du progrès de l'égalité femmes-hommes, doit toutefois encore progresser dans toutes ses composantes sur l'analyse de cette forme de domination, qui avait d'ailleurs été complètement occultée par Marx. L'année 24 commence par une très mauvaise nouvelle pour ces nouveaux communistes et pour tout le mouvement ouvrier mondial, c'est la mort de Lénine en janvier 1924. Nous, sur le montage du bouquin et de l'exposition, nous avons ouvert par l'assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914 et nous terminons par la panthéonisation en novembre 1924 de Jean Jaurès, qui est l'occasion, là, une fois de plus, pour socialistes et communistes de s'affronter sur l'héritage, à qui appartient Jaurès. Et donc là, vous avez une de l'Humanité, devenue l'organe central du Parti communiste, et c'est ficé, avec le petit logo, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et l'hommage à la classe ouvrière à Jean Jaurès, 200 000 travailleurs, derrière le comité d'action, arrachent Jean Jaurès aux sociodémocrates. Voilà. Et puis ici, vous avez un document qui est donc un document beaucoup plus neutre, on va dire, politiquement. C'est le quotidien qui dit Jaurès au Panthéon. Donc Jaurès passe de sa stature de dirigeant socialiste à une stature nationale. Cette stature, il l'a eue au lendemain de son assassinat,
hein, puisque ses pires ennemis, même ses pires ennemis, sont venus se recueillir sur sa tombe et au moment de son enterrement. Voilà, c'est comme ça que nous avons décidé de clore cette exposition. On propose, évidemment, c'est pour jouer un peu avec, entre guillemets, avec le public. Il pourra, à la suite de sa visite, il pourra choisir entre les 3 motions et voter dans l'urne. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça au Congrès, puisque les votes ont eu lieu dans les fédérations départementales avant l'ouverture du Congrès, et le Congrès ne fait que cristalliser les votes des fédérations. Donc quand on entre dans le Congrès, on sait où passe la majorité. Mais c'est pour pouvoir donner c'est un petit clin d'œil à l'histoire pour le public. Eh bien, j'aurais voté pour garder la vieille maison. Mais c'est plus facile à dire aujourd'hui qu'en 1920, j'imagine. Mais en tout cas, oui, la vieille maison. Une des difficultés de Tours, c'est qu'il n'y avait pas d'amendement possible. Il fallait voter pour un texte déjà rédigé. Alors s'il faut voter pour un texte déjà rédigé, je voterai Cachin, vraiment malgré tout ce qu'on peut penser aujourd'hui, de ce qu'on n'écrirait pas de la même manière, etc. Mais quand même, je voterai Cachin. Nous vous disons au revoir depuis la tribune du Congrès de Tours reconstituée. Cette exposition est ouverte du 2 octobre au 31 janvier. Il y aura un hors-série de l'Humanité qui sera bien sûr consacré aux 100 ans du Congrès de Tours et aux 100 ans du Parti communiste français. Et il y a aussi le livre de l'exposition, disponible sur place et sur le site du musée.